En Suisse, les sols naturels, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été influencés par le travail humain, n'existent quasiment plus que dans les régions d'altitude de nos Alpes. Un des mécanismes de formation des sols débute au pied des glaciers. L'eau des torrents charrie aussi bien des particules fines que des cailloux. Les matériaux déposés en aval du glacier se désagrègent. Ils peuvent alors être colonisés par des plantes. Le sol en formation est stabilisé grâce aux racines des plantes et des arbres. À plus basse altitude, cette couche de terrain meuble se généralise et la végétation la colonise entièrement. Dans la région du plateau, entre les Alpes et le Jura, les sols profonds sont voués aux cultures agricoles. Ce sol, profond et bien structuré, a pris des milliers d'années pour se constituer. Lors de la dernière glaciation, qui a débuté il y a 20 000 ans et a duré 5 millénaires, le Jura, le plateau suisse et une grande partie des Alpes étaient recouverts d'une épaisse couche de glace. Un réchauffement climatique a ensuite fait fondre cette masse d'eau gelée. Les glaciers se sont retirés dans les Alpes, laissant sur le plateau de vastes dépôts morainiques constitués de sable et de gravier. Le processus de désagrégation physique des roches, dû à l'alternance gel-dégel, a transformé ces matériaux de toute taille en fragments de plus en plus petits. Progressivement, des pionniers végétaux, tels que des lichens, des mousses et des graminées, se sont installés sur ces surfaces minérales. Le sol se forme grâce aux effets combinés des intempéries et de l'activité biologique. Une activité intense est déployée par des animaux fouisseurs, des micro-organismes, des plantes et leurs racines. Ce profil d'un sol met en évidence des couches superposées, que l'on appelle horizons. La couche supérieure, ou horizon A, est pleine de vie et riche en matières organiques, qui lui donnent une couleur plus ou moins foncée. Le sous-sol, ou horizon B, est essentiellement constitué de produits de désagrégation. Il est moins fourni en organismes vivants et généralement plus clair. L'horizon C, peu actif, correspond à la roche-mère désagrégée. Il est constitué d'argile, de sable, de gravier et de cailloux. En Suisse, la construction a utilisé autant de sols au cours des 40 dernières années que depuis l'Antiquité. Et ce sont surtout les terres fertiles du plateau qui ont été affectées. Les moyens techniques à disposition sont quasiment illimités. Les terrassements se chiffrent chaque jour en milliers de mètres cubes. Les matériaux extraits des grands chantiers et des tunnels s'accumulent dans le paysage. Les travaux de terrassement détruisent la couverture végétale et son système racinaire, ainsi que la faune du sol, dont une grande partie est invisible. La couche supérieure du sol est riche en matières organiques. Sa structure meuble et grumeleuse est due en grande partie à l'activité des animaux fouisseurs. Ce grumeau de terre est enrobé d'une enveloppe humique, elle-même entourée de fines radicelles. L'intérieur est constitué de minéraux et ces micropores sont envahis de poils absorbants. Cet agrégat emmagasine l'eau et les éléments nutritifs dont les plantes ont besoin pour se développer. Il est peuplé de micro-organismes. Un sol sain est constitué pour moitié de pores dans lesquels l'eau et l'air peuvent circuler. Dans ce sol, les nombreuses racines et les pores sont bien visibles. Un sol compacté n'a plus la porosité indispensable à l'infiltration de l'eau et à la circulation de l'air. Il perd sa structure et les agrégats prennent une consistance pâteuse et compacte. Les effets du compactage ne tardent pas à se manifester. La croissance d'une plante exigeante comme le maïs est fortement freinée. Prélevons soigneusement une plante dans un sol sain et une autre dans un sol compacté. Nous voyons que le développement de leurs racines n'est pas du tout le même.
Sur une pente, le sol des zones dénudées sera érodé par l'eau des fortes précipitations. La moindre inégalité de terrain peut provoquer des glissements catastrophiques. Sur une pente boisée, un gros éboulement arrachera toute la terre avec les arbres censés la fixer. Et sous le climat rude des Alpes et des Préalpes, il faut énormément de temps pour qu'un sol se reconstitue. Il suffit d'un orage pour précipiter vers la plaine des masses considérables de précieuses terres. Les sols non couverts de végétation sont particulièrement sensibles à l'érosion. Maintenir une bonne couverture végétale pour prévenir l'érosion. L'eau de pluie s'infiltre facilement dans un sol sain. Une partie est retenue dans l'espace poral et le reste alimente la nappe phréatique. Le sol a une fonction de filtre naturel, tout en servant aussi de réservoir pour les racines. Un sol bien ressuyé est portant. Même un dumper lourdement chargé peut circuler sans s'enfoncer. Un sol qui n'est pas gorgé d'eau résiste à la pression grâce à l'élasticité de sa structure. Si l'on roule sur un sol détrempé, on détruit la structure et on réduit la porosité. Le sol devient compact. Rouler sur des sols bien ressuyés. Plus une machine est lourde, plus elle risque d'abîmer le sol. Des pneus larges ou des chenilles répartissent mieux la pression, mais la contrainte exercée sur les couches profondes reste importante. Il faut diminuer fortement la pression par unité de surface pour éviter de compacter les sols. Ces deux bulldozers ont l'air presque pareils. Leur contenance est de 12 tonnes. Mais l'engin de droite a un poids à vide de 19 tonnes, alors que celui de gauche pèse 28 tonnes. Cela fait 9 tonnes de charge supplémentaire sur le sol pour une capacité identique. L'appel d'offres doit permettre de choisir les machines les plus adaptées au chantier et au sol. Toujours utiliser la machine la plus légère. Aujourd'hui, sur les chantiers importants, on utilise des tensiomètres pour déterminer si un sol est praticable. Il faut un été bien sec pour atteindre le maximum de 80 centibars. Le tensiomètre est constitué d'un manomètre de pression, d'un tube de liaison plein d'eau et étanche à l'air et d'une bougie poreuse en céramique. Le manomètre tombe à 0 quand un sol est détrempé. Lorsque celui-ci se ressuie, la terre environnant la bougie agit comme un buvard et pompe l'eau du tensiomètre, ce qui a pour effet d'augmenter la tension capillaire dans le tube. Le prélèvement d'une tranche de sol avec une bêche de drainage est un bon moyen d'évaluation de la résistance du sol au compactage. Si la terre prélevée à 30 ou 40 cm de profondeur est mouillée et se laisse pétrir dans les doigts, il faut momentanément renoncer à travailler avec des machines. Par contre, si la terre est friable à l'extrémité inférieure de l'échantillon et que la main reste sèche après l'avoir comprimée, le sol supportera bien le passage des engins. Contrôlez l'état du sol avant toute intervention. Il faut renoncer à déplacer des matériaux terreux lorsqu'ils sont mouillés, même si l'emploi d'une dragline permet de ne pas rouler inutilement sur le sol. Pas besoin de tensiomètre pour se rendre compte qu'une machine travaillant dans ces conditions fait des dégâts. Le sol transformé en bouillie a perdu toute structure. La couche supérieure et le sous-sol sont mélangés. Si ces matériaux terreux parviennent à se ressuyer, ils deviennent durs comme du béton et restent inaccessibles aux vers de terre et aux racines qui auraient pu les restructurer.
Ne pas manipuler les sols gorgés d'eau. Cette bêcheuse permet certes d'ameublir profondément des sols compactés. Mais quand le sol est fortement tassé, cette opération d'assainissement coûte très cher. Pour stabiliser le sol ainsi ameubli, il faut ensuite y cultiver plusieurs années d'affilée des plantes à racines profondes. La luzerne est une espèce vivace. Ses racines descendent jusqu'à 60 cm de profondeur et ont un effet de restructuration et d'activation biologique du sol. Dans le cas présenté, il faudra encore bien 10 ans pour que ce sol se stabilise et devienne une terre labourable. Prévenir les compactages vaut mieux qu'assainir. Ce test met en évidence, à gauche, la stabilité de la couche supérieure du sol, avec son réseau dense de racines, et à droite, la fragilité du sous-sol. Alors que la couche supérieure reste intacte dans l'eau, malgré sa structure apparemment friable, le sous-sol se désagrège très rapidement. En d'autres termes, ce test démontre que la couche supérieure protège le sous-sol, qui est plus sensible. C'est pourquoi il vaut mieux épandre le gravier d'une piste de transport directement sur le pré ressuyé. L'herbe pourrira, mais ce tapis organique formera une couche intermédiaire qui facilitera ensuite la reprise du gravier. Quand les conditions s'y prêtent, on peut aussi créer des pistes en décapant le sol, de manière à découvrir une trace suffisante pour le passage des engins. Pour répartir la pression, on peut aussi mettre en place des pistes mobiles en rondins, en plaques de béton armées ou en panneaux légers. Le mieux est de les placer directement sur l'herbe. Le gazon, les racines et l'horizon supérieur forment une couche portante qui protège les parties profondes du sol. Le gazon et la couche supérieure du sol se régénèrent rapidement une fois que la piste a été démontée. S'il faut des pistes en dur, on commence par enlever la couche supérieure du sol. Mais on évitera de découvrir le sous-sol vulnérable, au-delà de la piste elle-même. Les machines peuvent très bien être parquées sur un pré. Pour limiter le plus possible les décapages, on construit la piste à la largeur des machines et on la consolide par rapport frontal de matériaux appropriés. Limiter le plus possible la surface des emprises. Décaper en une étape, de grandes surfaces de sol comportent toujours un risque. Même si les conditions semblent bonnes, un orage subit peut inonder le terrain et empêcher longtemps la poursuite des travaux. Une bonne méthode pour ménager le sol est de procéder par étapes. On ne découvre que la surface à portée de la pelle mécanique. Le sol situé au-delà reste protégé par sa couverture végétale et l'on ne roule pas sur les surfaces déjà terrassées. Organiser le chantier en fonction des risques météorologiques. Il convient d'entreposer correctement et séparément la couche supérieure du sol et le sous-sol jusqu'à la remise en état du terrain. Il faut donc prévoir assez de place pour un entreposage convenable. Les tas ne doivent pas être trop hauts. Les matériaux terreux doivent être bien ressuyés. On ensemencera immédiatement ces derniers pour les protéger. Entreposer les matériaux terreux bien ressuyés. Ne pas rouler dessus. Ensemencer immédiatement les tas. Résumons les règles essentielles pour construire en préservant les sols.
Mais la protection qualitative des sols sur les chantiers commence avec l'étude d'impact. La tarière est un bon moyen d'examen rapide d'un sol. Il faut normalement 15 à 20 sondages par hectare pour se faire une bonne idée du type de sol, de son régime hydrique et de sa structure. Les méthodes d'analyse sur le terrain donnent des informations sommaires sur la nature chimique d'un sol. Ces informations doivent souvent être complétées par des analyses en laboratoire. Le prélèvement d'échantillons de surface s'effectue à l'aide d'une tarière ou dans une petite fosse creusée à la bêche. Pour faire la description pédologique d'un profil de sol, dont l'épaisseur dépasse souvent le mètre, on utilise en général une petite pelle mécanique. Les sondages sur le terrain et les analyses de laboratoire servent à l'établissement d'une carte des sols. Cette carte indique l'état initial du sol et le niveau des risques. Elle servira à déterminer les mesures de protection à prendre sur le chantier. Elle permettra également d'effectuer le contrôle de la qualité du travail à la fin de la remise en état des terrains, par exemple en vérifiant la perméabilité du sol. Une mauvaise perméabilité est ainsi une caractéristique de compactage. On l'évalue en enfonçant dans le sol des infiltromètres qui sont ensuite remplis d'eau. La vitesse d'infiltration se mesure au chronomètre. On utilise plusieurs tubes pour avoir une valeur représentative. Ce pénétromètre à percussion sert à mesurer la résistance d'un sol à la pénétration. On enfonce une tige dans le sol à coups de masse. Un ordinateur portable enregistre la profondeur de la sonde et la résistance à la pénétration pour chaque coup. Les données ainsi recueillies sont mises en valeur au bureau et des graphiques mettent en évidence les zones compactées. On a trop longtemps sous-estimé l'importance vitale de nos sols. Ni les plantes, ni les animaux ne pourraient prospérer sans un sol vivant. Mais le sol ne se régénère que lentement. Rendre la terre stérile, c'est détruire la base même de notre existence. C'est littéralement faire perdre pied à l'humanité. Il nous incombe de garder intactes les plus grandes surfaces possibles de sol. Notre planète doit rester verte et fertile. Construire est une activité nécessaire, mais nous avons également le devoir de protéger les bases de la vie. Construisons donc tout en protégeant nos sols.